C'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, Bonjour, c'est Gérard Jugnot, vous regardez Rive 54. C'est Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45. Bonjour et bienvenue dans Vue sur Rive 54. En 2016 sortait Au nom de ma fille, film bouleversant avec Daniel Auteuil. Nous avions rencontré son réalisateur, Philippe Garinck. Alors mon amour, alors c'était bien ton spectacle? Je te présente le docteur Krombach. C'est le papa de Lena qui est dans la même classe que Kalinka. Oui, oui, elles sont très amies, je crois. Oui, ils s'entendent très très bien. Lena ne me parle que de Kalinka. Salut papa. Bonnes vacances, ma chérie. Oui, toi aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'étais là le jour de l'autopsie? Je suis médecin, je voulais m'assurer que tout se passe bien. Arrête de mentir, qu'est-ce que tu lui as fait? Kalinka était comme ma fille. Jamais j'aurais pu lui faire le moindre mal. Je te crois pas. Un jour, je saurai ce que tu as fait à ma fille. Je vais demander la réouverture de l'enquête. Même si vous avez raison sur le fond, votre plainte n'a aucune chance d'aboutir. Je vous en prie. Aidez-moi à ce que le meurtre de ma fille ne tombe pas dans l'oubli. Diese Akt ist dafür zu dünn. Mais monsieur, c'est vous qui êtes léger en faisant mal votre travail. C'est une honte. Mais il faut les attaquer. Qui ça? Mais tous. Décidément, vous êtes insensé. On ne se fait pas justice soi-même, monsieur Bomberski. Tu t'imagines des choses, tu es devenu fou. Lâche-moi avec cette hystérie, avec cette folie. Jamais. Il est temps que tu penses à toi. Kalinka. Elle ne t'en voudra pas. J'aime pas du tout quand on dit que je m'intéresse aux faits divers, mais bon, j'y échapperai jamais, mais c'est pas grave. Non, moi, c'est pas c'est le livre en fait, c'est le livre d'André. Il a écrit un livre et c'est son témoignage qui m'a bouleversé. C'est un livre que j'ai reçu exactement comme j'avais reçu celui d'Alain Maréco, le huissier de justice qui avait été pris dans l'affaire d'Outreau. Bah, je l'ai reçu pareil, c'était un récit comme ça assez incroyable et kafkaïen un peu. Et ça m'a touché, puis surtout le parcours de cet homme, c'est ça qui m'a intéressé, c'est comment ce papa pendant 30 ans, envers et contre tout, demande justice et emploie tous les recours juridiques et voilà, et ça patine, et puis il ne peut pas vivre, parce qu'il lui manque quelque chose, il lui manque que justice soit faite à sa fille, et voilà, ce parcours-là, cette histoire d'amour-là pour sa fille et de promesses qu'il lui fait de faire la lumière sur son meurtre, moi ça m'a touché. Comment on approche une histoire vraie? Parce que ça va vous paraître naïf, certaines de mes questions, mais j'imagine qu'on contacte le père, on va lui dire voilà, on voudrait faire un film. Je pense qu'il y a un peu, au départ, on dit non, moi je veux pas qu'on raconte mon histoire parce que c'est quand même très dramatique. Vous, comment vous avez abordé André? C'est vrai qu'il y a toujours une réaction de méfiance, toujours. Voilà. C'est ce qui est normal, qui est humain, parce qu'on se dit ils vont faire n'importe quoi, ils vont faire du cinéma. Et je comprends cette réaction, elle est même, je veux dire, très saine. Et donc moi, alors maintenant j'ai une expérience de ça, j'ai fait, c'est mon 3e film comme ça, où je raconte la vie des gens. Et donc moi je parle aux gens, alors évidemment on demande l'autorisation, là en l'occurrence d'adapter le livre, elle nous est accordée. André Bomberski, lui, il avait une distance avec le livre et aussi donc avec le film. Donc il disait, bah, moi de toute façon contractuellement, j'ai signé un contrat avec une maison d'édition où déjà il était question de droit cinématographique, donc j'ai pas mon mot à dire, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Il avait une distance comme ça, mais moi je lui ai dit, mais oui, mais c'est pas ça que je veux, voilà, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Voilà, dès maintenant, en fait, dès le début, on lui expliquait qu'il y allait y avoir de la fiction, etc. Voilà, je voulais pas faire ça sans le lui dire avant, quoi. Alors évidemment, on dit ça lors du premier rendez-vous, mais après ils peuvent oublier, on oublie ce genre de rendez-vous et tout, mais voilà, en tout cas, on l'a interviewé, on a passé une journée avec lui, on lui a posé plein de questions, et aussi, je l'ai
comme je fais toujours, je l'ai tenu au courant de tout, il a lu toutes les versions du scénario, il a vu comment on travestissait la vérité, c'est pas, le mot n'est pas exact. C'est ce que je voulais vous demander, est-ce que c'est parce que forcément quand on écrit un scénario, il faut aller peut-être à l'essentiel aussi, parce que 30 ans de procédure. Bien sûr. C'est facile de faire un tri, c'est un vilain mot encore une fois, mais il faut penser dramatique aussi, hein, c'est normal. Il faut faire un film. Voilà. C'est ce qu'on lui disait, André, il faudra faire un film. Voilà. On ne peut pas raconter la stricte vérité. En plus, il s'agit de raconter 30 ans de votre vie. Vous imaginez bien que ça va passer par des raccourcis incroyables. Et voilà, nous, on a l'expérience de ça, mais l'expliquer à des vrais gens qui ne connaissent rien du cinéma, c'est toujours un peu abstrait pour eux. Mais voilà, en tout cas, on fait tout ce travail, et moi, j'y tiens particulièrement, parce que faire un film comme celui-là et le regard de André à la fin me préoccupe, et je ne veux surtout pas qu'il se sente trahi. Donc voilà, je fais tout ce travail aussi pour ça, parce que ce serait pour moi insupportable que lui n'aime pas le film, quoi. Je ne demande pas de l'aimer, mais au moins de ne pas se sentir trahi. Voilà. Et donc j'ai fait ce travail avec André, comme je l'ai fait avec tous les autres, et c'est voilà, voilà, pour moi c'est très important. Et d'ailleurs, si j'avais senti que vraiment c'était problématique, sans doute j'aurais renoncé. Mais à un moment, on a vu qu'on pouvait avancer ensemble, et il nous a laissé faire. Enfin, voilà, il y a des choses qui ne lui plaisaient pas, mais il nous a laissé faire. Enfin, voilà, il y avait une connivence comme ça. Et au final, je crois qu'il ne se sent pas trahi du tout. Et en tout cas, il a participé à l'histoire du film, il était au courant de tout. Donc il n'a pas découvert un film 3 ans après sans nous avoir vus. Non, il a toujours été tenu informé. Daniel Auteuil, même façon de travailler. Est-ce que vous avez beaucoup parlé du personnage? Alors, personnage, encore une fois, c'est vrai que c'est toujours délicat, mais vraiment, moi, je pense que vous l'avez trouvé, quoi. Le personnage avec Daniel Auteuil, c'est juste, c'est touchant, c'est émouvant. Est-ce qu'il y a beaucoup de dialogue ou vous l'avez laissé faire devant la caméra, je dirais? Par exemple, et je me permets quand même, quand il apprend la mort de sa fille, voilà quoi, j'ai l'impression qu'on doit être gêné quand on filme aussi. Ah mais ça c'est les scènes les scènes qu'on redoute, hein. C'est très dur de faire ces scènes-là. Et ça passe toujours par, c'est désagréable pour tout le monde. Daniel il redoute ça, moi je redoute ça. C'est un peu comme les scènes d'amour, hein. Les scènes d'amour, il ne faut pas croire que ce soit un truc rigolo à faire, mais tout le monde redoute ça, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Et il ne faut pas que ça fasse faux, il faut que ça soit, voilà, ça c'est très dur. Et là, pour ce genre de scène, non, mais là, il faut... on y va doucement, et puis on fait confiance à l'instinct de l'acteur. Il sait très bien qu'il a rendez-vous avec cette scène, à un moment, il sait qu'il faut qu'il y aille, et puis voilà, on pousse. Et là, Daniel, il faut le pousser un peu pour ce genre de scène. Il n'aime pas ces scènes-là. Et après, il se laisse pousser, et puis voilà, c'est fait. Mais c'est... non, bien sûr, ça, c'est des scènes... c'est ça le métier on n'en parle pas, il faut y aller, on y va, on tourne, moteur, bing, et on enchaîne les prises, et puis on les fait 2 fois, 3 fois, puis après on voit qu'on est arrivé au bout, et puis ça se fait comme ça, c'est très... Puis eux, ils font leur sauce, les acteurs. Alors, c'est pas péjoratif ce que je vais vous demander, mais la crudité de certaines scènes, je veux dire l'autopsie, l'enterrement, j'ai trouvé ça aussi nécessaire finalement. Est-ce qu'on se pose des questions quand on parle surtout de la mort d'une enfant et qu'on montre quand même le corps, hein, il faut le dire, et puis aussi quand on ressort le corps plusieurs années plus tard, ça sert l'histoire, mais ça touche, quoi, je pense, c'est le but aussi, non? Ça saisit, ouais. Ça saisit déjà la lecture du livre, hein. Quand je lis cette scène, je dis oula, oulala, et en même temps c'est le sujet du film. Ah oui, non, pour moi c'est peut-être une scène, c'est peut-être une des scènes qui m'a donné envie de faire le film. Elle est macabre, c'est le mot au sens propre, mais elle fait partie de ce personnage. C'est là on se dit, mais ce personnage est incroyable. Il assiste à ça. Voilà, là, tout d'un coup, on passe par une scène très dure. Les gens réagissent assez différemment à cette scène. Ils disent, mais comment il peut être là? Il a l'air de ne pas réagir. Enfin, mais elle est dans le livre, et André l'a raconté. Et je pense qu'on est relativement fidèle. Et après, Daniel l'interprète à sa manière. Mais non, mais c'est une scène terrible, c'est une scène effroyable. Ouais. Comment vous le définiriez, André? Parce que c'est intéressant, justement, c'est très juste, parce qu'on le voit qui se bat. Après, vous mettez une scène en faisant croire qu'il va devenir fou, et il se parle à lui-même en disant « Ah, André, tu vois, tu crois que tu deviens fou, là, t'as trouvé ?» C'est passionnant, mais là, c'est vraiment cinématographique. C'est ce que j'aime bien, c'est la progression dramatique dans votre film, quoi, finalement. Vous avez su toucher tous les endroits où on aurait pu critiquer, finalement, en disant « Le gars-là, il est fou », ou « Il faudrait qu'il laisse tomber », mais il y a vraiment, c'est solide, quoi, le scénario. Ouais, mais ça suit, alors évidemment, non, mais nous, on s'inspire de sa vie.
Et on trie les choses, on renouvelle le film un peu au milieu pour pas que ce soit toujours dans... Voilà, on essaie de renouveler le récit, c'est ce qu'il y a le plus dur. On est sur un récit assez simple et assez monolithique, c'est-à-dire c'est toujours la même quête. Et nous, on essaie de faire des variations pour que le spectateur ne s'ennuie pas, quoi. Et voilà, donc on a fait une petite construction autour de ça, mais je pense que c'est pas loin de la réalité aussi. C'est-à-dire, je pense que c'est ça que j'aime dans ces films-là, c'est que finalement, nous, on fait de la dramaturgie. Et cette dramaturgie, finalement, elle rejoint la dramaturgie du personnage tel qu'il a dû vivre les choses. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'effet de crise. C'est-à-dire, plus ça va, ça revient à la question que vous m'avez posée juste avant. C'est-à-dire, comment fait-il pour tenir 30 ans? Mais je pense qu'il ne peut pas ne pas aller jusqu'au bout. Et puis, je pense que quand il commence son combat, il ne se doute pas que ça va durer 30 ans. Mais voilà, il se trouve que les forces étaient telles que ça a duré 30 ans, et puis qu'à un moment, il a employé tous les recours juridiques, et puis à un moment, il a pété les plombs. Finalement, ce kidnapping, c'est une espèce de pétage de plomb et de désespoir, de forme de désespoir. La froideur et les magouilles de la politique, de la justice, comment on fait pour se retenir? Parce que finalement, on doit être quand même énervé quand on lit des histoires comme ça. Moi, je trouve ça, je vous le dis franchement, c'est écœurant, quoi, parce que c'est quand même un père qui a perdu une enfant, tout était là, quoi. Il y avait plus... Moi, je dirais pas les magouilles de la politique. C'est pas comme ça que je le vois, mais il y a quelque chose de désespérant. Ou la peur, alors, de... Non, je crois que c'est surtout ce qui est désespérant dans ce film, dans cette histoire, c'est qu'en fait, on voit qu'il n'y a pas d'humanité chez les magistrats qui se refilent le dossier. On voit que c'est un dossier qui emmerde tout le monde, en fait. Et c'est vrai que c'est un dossier qui, à la fin, devient politique. J'imagine que ça emmerde encore plus tout le monde. C'est un dossier, il n'y a pas d'humanité derrière tout ça. Et ça, c'est ça qui est cruel, mais ça, c'est tellement vrai, tellement juste. Enfin, n'importe qui. Et d'ailleurs, André Bamberski, aujourd'hui, est attaqué par la sécurité sociale parce qu'on lui demande de payer les frais médicaux de Krombach, alors que lui, parce qu'il l'a kidnappé. Vous voyez, l'administration continue alors que c'est un déni de justice. Enfin, ce type s'est battu tout seul pendant 30 ans et on continue à l'emmerder, quoi. Et voilà, ça c'est insupportable. Et malheureusement, ça existe. Il y a des types à la sécurité sociale qui ont imaginé d'attaquer André Bamberski aujourd'hui. Chapeau. C'est pas méchant comme question, mais on voit quand même qu'il a de l'argent et qu'il peut se battre comme ça. Est-ce que ça a été... C'est horrible, hein, ce que je vais dire, mais il ne faut vraiment pas le prendre mal, mais est-ce que c'est plus facile pour lui qui avait de l'argent et qui a pu continuer que quelqu'un qui aurait vécu la même chose, mais pas dans les mêmes conditions économiques, on va dire? Certainement, bien sûr. Non, André Bamberski était... maintenant, il est à la retraite, mais il était expert comptable, donc j'imagine qu'il gagnait très bien sa vie. Et c'est ça qui lui a permis aussi... On avait calculé avec André, on avait dit, mais ça, combien ça vous a coûté et on avait calculé qu'on était au-dessus de 1 million d'euros, quoi. On avait calculé comme ça. Lui, il avait fait un peu à la louche, comme ça. C'est-à-dire, dans le film, on voit un personnage qui l'accompagne, qui est le traducteur, mais en fait, ce type-là était payé. Il payait les avions, les locations de voitures, les restaurants, les hôtels, enfin, les frais d'avocat. Enfin, il a consacré énormément d'argent à cette cause, évidemment. Mais il avait les moyens de le faire, mais il l'a fait. Et quand on fait un film comme celui-ci, est-ce que c'est simplement pour faire un film ou c'est aussi pour faire réfléchir s'il y a d'autres cas comme ça qui se présentent? Et puis on sait que médiatiquement, après, ça aide quand même beaucoup. Ah non, c'est pas du tout militant. Non. À aucun moment, là je vous parle de la sécurité sociale parce que ça m'énerve. Non, mais il y a du cinéma muette aussi dans les années 70, quand il faisait ses films aussi, un peu les polars, tout ça, c'était pour dénoncer certaines choses qui n'allaient pas non plus, je pense. Bien sûr. Non, mais moi je fais du cinéma, j'essaie de raconter des histoires, et cette histoire, elle dénonce, c'est vrai, mais c'est pas ce qui me préoccupe le plus. J'essaie pas de changer la justice, je sais bien que je la changerai pas, mais en tout cas, elle me touche, cette histoire, et je dis c'est l'homme qui m'intéresse. Évidemment, ça parle de la justice, ça parle de l'Allemagne, de comment ça devient un dossier politique, non. Mais je trouve ça moins intéressant, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cet homme qui se bat contre ça, et comment il y arrive, voilà, et comment un homme peut soulever des montagnes. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et j'ai juste une toute dernière question qui est vraiment anecdotique, mais c'est le dernier plan quand on voit Daniel Auteuil avec l'avion qui décolle, et je trouve ça tout simplement... Vous aviez déjà l'idée de l'image comme celle... Non. Montage. Ça, c'est une idée en montage. C'est-à-dire on avait une fin de film qui décollait pas, qui ne tenait pas ses promesses. Et voilà, on réfléchissait. Et puis une nuit, c'est la nuit... Quand je suis en montage, on bloque sur des situations dans la journée, et en fait la nuit, je ne sais pas comment, mais ça se résout, et j'ai des images qui me viennent, et là cette image m'est venue, et je suis arrivé un matin tout excité en montage en disant c'est ça qu'il faut faire, on va faire ça. Et c'est vrai que quand on a commencé à faire ça, tout d'un coup la fin du film décollait complètement, et il y
à chaque fois que je le revoyais, on se disait mais c'est magnifique quoi. Et tant qu'il n'y avait pas ça, la fin du film ne décollait pas. Ce que je trouve passionnant, je me permets parce que ça m'intéresse vraiment, mais je vois l'artiste en fait, vous, qui vous appropriez l'histoire finalement, et je trouve ça intéressant. Moi je croyais qu'on avait beaucoup de, comment on va dire, de retenue, on ne savait pas trop si on pouvait le faire quand on écrit un scénario comme celui-ci, et finalement vous vous dites ça devient mon histoire quoi, quand vous le réalisez. Oui, on est obligé, c'est-à-dire je suis obligé de... Je ne peux pas raconter, alors ce n'est pas André qui raconte son histoire, voilà. C'est moi qui pose mon regard là-dessus. Et j'essaie de faire un portrait juste d'André Bamberski, mais c'est ce qui m'inspire. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Et c'est là que ça devient créatif, c'est là que ça devient intéressant, et puis on se propulse dedans. Quand on écrit, on devient le personnage, ou en tout cas on s'y identifie. On s'identifie à tous les personnages, on se met dans la peau successivement de tous les personnages, et on rentre dans cette histoire, et on essaie de comprendre, et on essaie de reconstituer les choses, mais en même temps de les interpréter, en même temps on souhaite que cette interprétation soit juste. Voilà. C'est ça mon souhait, c'est de ne pas me tromper voilà, de rester juste dans mon regard sur cette histoire. Bonjour, c'est Danny Boone et vous regardez Rive 54. De l'autre, bonjour, c'est Gérard Jugnot, vous regardez Rive 54. Jean Dujardin pour Rive 54. Rive 54. C'est Rive 54. C'est Rive Ou 45.